Merci. Bonjour à tous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous proposer une vaste conférence, mais il me semblait à la fois intéressant et juste d'évoquer peut-être à la fois Marco Martella, qui devait être parmi nous, qui formait un peu le quatrième pilier de cette matinée avec la vision littéraire et poétique, même si ces aspects, vous l'avez compris, ont été évoqués quand même en grande partie déjà ce matin. Marco Martella est donc, je ne sais pas si une partie des étudiants peut-être connaît, mais peut-être pas non plus. Il est écrivain, il est jardinier, il est poète. Et ses ouvrages s'inscrivent un peu à la croisée des chemins entre l'essai et la fiction, entre le roman et la poésie, exploitant, je vais dire, les dimensions poétiques et philosophiques qui lient l'homme à la nature et le paysage. Donc il aborde les questions de jardin et de paysage à leurs différentes échelles, à travers très souvent la déambulation ou la formule de l'interview. Il est notamment l'auteur de Jardin en temps de guerre, sous l'hétéronyme, puisqu'il va publier sous son propre nom, mais également sous des hétéronymes, sous l'hétéronyme ici de Théodore Tcheritch. Il a écrit également Le Jardin perdu sous l'hétéronyme Jorn de Précy, qui a, je pense, réussi à contaminer pas mal de monde et à, comme moi, penser réellement que ce traité de jardinage aurait un jour existé, mais c'est une grande fiction. Mais c'est tellement bien fait qu'on a vraiment le sentiment qu'on a raté une étape de l'histoire de l'art des jardins quand on se rend compte que Jorn de Précy n'a jamais existé. Alors, il est également l'auteur d'un ouvrage dont il va être question là dans ma toute petite intervention, c'est Un petit monde, un monde parfait, donc cet ouvrage que vous voyez ici. Il a également écrit un ouvrage qui s'appelle tout simplement Fleurs et qui est aussi une série d'interviews et d'évocations, voilà, de la place des fleurs dans la vie. Et plus récemment, Les fruits du mirobolant, qui a reçu le prix, en tout cas une mention au prix littéraire René Peucher. Et donc la question de son intervention aujourd'hui portait sur Vita Sackville-West, cet aristocrate britannique qui va concevoir avec son mari Harold Nicholson le jardin de Sissinghurst, qui est aujourd'hui géré par le National Trust et qui est également un des jardins les plus visités de l'Angleterre. Donc je vais commencer par vous lire quelques mots de l'avant-propos de cet ouvrage de Marco Martella. Et vous allez voir qu'il y a évidemment beaucoup de liens avec ce qui a été dit ce matin. L'heure, dit-on, est au jardin. Les livres sur le jardinage et la botanique remplissent le rayon loisirs des librairies, les fêtes des plantes se multiplient, tandis que les catalogues des jardineries permettent de réaliser les fantaisies botaniques les plus extravagantes. Les jardins du passé, de Paris à Tokyo, jalonnent les grands circuits touristiques, on les classe, on les étudie comme des documents historiques, capables d'exprimer les valeurs culturelles, sociales, politiques des époques qui les ont produites. Les municipalités consacrent des budgets importants pour aménager des espaces verts, des lieux de délassement par excellence et végétaliser notre cadre de vie. On s'aperçoit aussi que les jardins peuvent jouer un rôle dans ce rêve contemporain du retour à la nature en ville. On les insère dans des trames vertes et bleues, on en fait des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité, on en plante sur les toits et sur les murs des immeubles. Bref, jamais l'Occident n'aura connu une époque plus favorable à l'art du jardin. On peut cependant en douter et de se demander si l'intérêt de notre temps pour les jardins ne cache pas en réalité le phénomène contraire. Comme la société industrielle semble avoir mis l'écologie au cœur de ses préoccupations, alors qu'en réalité elle s'en éloigne chaque jour un peu plus de la nature en suivant un chemin qui pourrait bien être sans retour, elle a perdu le sens même du jardin. Or, les jardins sont plus que des lieux de loisirs, des documents historiques, des réserves naturelles. Jamais on ne parviendra à les réduire à de simples espaces verts. Si les habitants des pays dits développés se tournent aujourd'hui vers eux, c'est en quête de quelque chose de plus profond, animé par un besoin qu'ils ne sauraient nommer, mais qu'ils perçoivent comme primordial, sinon vital. Et bien que cette quête ait été détournée, le jardinage étant devenu une affaire florissante, les jardins sont souvent transformés en produits touristiques, l'attraction que ces lieux à l'apparence sage et inoffensive exercent ne faiblit pas, elle est peut-être encore plus forte que par le passé.
car depuis toujours un lien indissociable unit l'homme au jardin. Un lien qui s'est créé et recréé en fonction des demandes que les êtres humains ont adressées à la nature et qui a produit différents styles qu'a connu l'art des jardins. Cela, nous l'avons oublié, mais le jardinier s'en souvient. Lorsqu'il plonge les mains dans la terre ou qu'il s'étonne de la joie qu'il ressent en regardant l'arbre qu'il vient de planter, bien attaché à son tuteur et prêt à commencer sa nouvelle vie. Je ne pensais pas que ça allait être aussi en phase avec ce qui venait d'être dit. Et donc Marco Martella, donc ça c'est le prologue, l'introduction de cet ouvrage, un petit monde, un monde parfait. Cette citation est elle-même extraite en fait d'une citation de Vita Sackville-West à propos de son jardin de Sissingers dans le Kent, qu'elle a aménagé, donc je le disais, avec son ami Harold Nicholson à partir de 1930 et qu'elle ouvrira au public dès 1937 et aujourd'hui, donc propriété du National Trust. Alors on connaît un peu la vie débridée de Vita Sackville-West dans ses différentes propriétés, mais on connaît moins, et curieusement, parce que c'est une auteure extrêmement prolifique. Elle a produit une littérature très importante, et parmi cette grande littérature, il y a une série d'ouvrages qui traitent de la thématique du jardin, mais également de l'horticulture et plus généralement des plaisirs à la campagne, qui étaient un peu à la mode dans les années 30. Elle n'est pas la seule, évidemment. On pense à Edith Wharton, par exemple. Et donc, elle a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle The Land en 1926, un ouvrage qui s'appelle tout simplement Sissingers, qui est un hommage à son jardin en 1931, et puis The Garden à partir de 1939, on va l'évoquer, et qu'il publiera en 1946, et dans lequel se trouve donc cette citation « A world is a little world, a little perfect world ». Et donc c'est de là que vient évidemment le titre que Marco Martella a donné à cet ouvrage qui traverse une série de jardins. Je n'évoquerai évidemment ici que celui de Vita Sackville-West. Et donc ce long poème, j'évoque ici le poème The Garden, Vita Sackville-West commença à l'écrire à Sissingers en 1939. Sur la 4e de couverture, on la voit debout au milieu du jardin, en pantalon et bottes de cuir, cheveux grisonnants, un peu en désordre. Elle ressemble à son jardin. Une faucille dans la main droite, une cigarette dans la gauche, elle scrute le lecteur d'un regard droit, mélancolique et austère, quelque peu masculine. Je me souviens que Virginia Woolf, son amie, s'inspira d'elle pour son roman Orlando en 1928. Dans l'incipit de son ouvrage The Garden, Vita Sackville-West écrit, je le traduis, « Les petits plaisirs doivent corriger les grandes tragédies. Ainsi, hardiment, je parlerai de jardin en temps de guerre. » Et lorsque Vita commence à rédiger ce livre, The Garden, la Seconde Guerre mondiale venait de commencer. Elle le mentionne d'ailleurs en note de bas de page, en début de son poème. Durant le conflit, ses 2 enfants étaient au front en Italie et en Afrique. Son mari travaillait à Londres, au ministère de la Guerre. Sissingers se trouvait juste au-dessous de la ligne aérienne qu'empruntaient les bombardiers allemands dans leur route vers la capitale, pas loin de la côte où le débarquement ennemi en 1940 semblait imminent. Un jour, un avion en flammes manqua de toucher la tour du château. Dans le jardin qui participait à l'effort de guerre, on cultivait des pommes de terre à côté des précieuses vivaces et des roses. Le soir, lorsque toutes les lumières de la tour étaient éteintes, Vita se promenait sous les arbres et regardait les bombardiers se diriger vers Londres. Vita disait, je continue à lire, dit Marco, surpris par la manière dont les images de guerre, la conscience aiguë de la catastrophe et les descriptions des tâches quotidiennes au jardin se suivent et se mélangent, apparemment sans ordre dans les vers du poème. À quoi bon des poètes en temps de détresse? Vita devait connaître ce célèbre vers du poète Hölderlin. Elle aurait pu dire « À quoi bon des jardiniers en temps de détresse ?» Car vraiment, que peuvent les vers ou une roseraie qu'une tempête ou quelques mois d'abandon suffisent à balayer pour toujours contre les bombes? Mais voilà ce qu'à mi-mot Vita nous dit dans son poème.
même s'ils ne changeront jamais le cours de l'histoire. La poésie, comme le jardinage, permettent non pas de survivre, mais de rester vivant. Déraisonnablement si l'on veut, mais toujours haut et fort, ils proclament la vie. Ils la nourrissent comme l'eau et le soleil nourrissent un jardin. Ils ne nous donnent pas le moyen d'abolir la barbarie, juste d'ajouter un peu de poids dans l'autre plateau de la balance. C'est pourquoi il importe de continuer à jardiner, à jouir des grâces de la vie et du retrait que l'Angleterre quem vita, aristocrate et paysanne, conservait jalousement tels des vestiges étrangers à leur temps. Et donc, qu'est-ce qu'un jardin, se demande Vita Sackville-West. Un monde dans un monde perdu, un petit monde, un monde parfait. En un temps aveugle, une petite chouette qui voit dans les ténèbres. Le jardin de Vita est là, dans ces 3 vers. La joie que ce lieu, devenu trop bruyant, ne donne plus, la poésie qui fut écrite ici, l'offre encore.